participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 103e room aujourd'hui sollicité et écouter ses auditeurs de podcast. Ce room proposé par Laurent Broye qui est avec nous. Frédéric, tu es avec nous bien entendu. Bienvenue et on reprend ces rooms après une semaine d'arrêt seulement puisqu'on en a fait une juste avant les congés aussi. Laurent, bienvenue. On va comme à notre habitude te présenter très rapidement et puis nous dire pourquoi tu as proposé cette room. Je pense que je t'en ai parlé aussi. On a dit tiens, on va faire une room là-dessus parce que ça c'est intéressant. Donc je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Laurent Broye et moi je suis l'hôte du podcast qui s'appelle Il était une fois l'entrepreneur. La proposition elle est simple, l'idée c'est de raconter des histoires d'entrepreneurs, non pas en format interview mais en format narratif, puisqu'il y a ma voix en conteur, mais j'ai aussi des acteurs qui jouent les différents personnages. Donc voilà, c'est un podcast qui est hebdomadaire et qui pour revenir à la room dont tu parlais, enfin à la thématique dont tu parlais, Philippe, c'est intéressant parce que j'en avais fait un partage LinkedIn et je pense que c'est comme ça que tu as vu le sujet et tu t'es dit ça pourrait faire un super partage sur Clubhouse justement. Ouais, tout à fait. Voilà. Tu avais indiqué donc que tu avais sollicité tes auditeurs pour qu'ils te fassent un retour sur ce qu'ils pensaient, ce qu'ils aimaient moins, et voir ce que tu pouvais améliorer sur ton podcast. Et ça a fonctionné. Donc c'est un peu de... et ça, je trouvais ça assez original parce que je pense que déjà, ça va être intéressant de savoir comment est-ce que tu allais chercher ces informations et combien de retours tu as eu, parce qu'en général, on a quand même peu de retours quand on fait des sollicitations. Et c'est compliqué avec les gens qui n'ont pas forcément le temps, mais étant donné qu'ils t'écoutaient, c'est qu'ils avaient peut-être envie de t'apporter aussi une valeur ajoutée. Et qu'est-ce que tu as retenu ? Est-ce que tu as gardé tout ? Est-ce que tu as jeté une partie ? Parce que c'est pareil, les conseillers ne sont pas forcément les payeurs. Même s'il est toujours bon d'écouter les gens, quoi qu'ils disent, que ce soit positif ou négatif. Tout à fait. Du coup, pour préparer ce petit échange ensemble, j'ai relu tous les retours qui m'avaient été faits et justement, je vais très bien, super. Je vais essayer de répondre à ta question. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation et nous attaquons tout de suite avec ce que vous attendez à chaque fois avec une grande impatience et aujourd'hui encore plus parce qu'il a arrivé à teaser son billet acidulé d'une manière assez impressionnante. C'est Monsieur Brûlatour pour son billet acidulé. Jingle, maestro. Radio House. La première demande qui peut être faite en direction des auditeurs, c'est celle de vous écouter et c'est pas le plus facile à réaliser. Mais une fois cette étape passée, on peut aller un petit peu plus loin dans sa démarche en réclamant, en quémandant auprès de ses auditeurs de réagir, de proposer ou de vous soutenir par exemple financièrement. On va explorer quelques pistes que j'espère être intéressantes. Et pour ce premier billet de l'année 2023 dans cette room sur Clubhouse, on va demander à ChatGPT de répondre à cette question. Comment solliciter les auditeurs ? Alors, c'est pas par fainéantise que je me suis tourné vers ChatGPT, mais par curiosité. ChatGPT, c'est un outil conversationnel qui est motorisé par une intelligence artificielle. Donc, avec un brin de curiosité, j'ai donc voulu savoir si ChatGPT fournirait la même réponse que celle que j'aurais donnée si l'on m'avait demandé comment solliciter les auditeurs. Alors, effectivement, cet outil vous répond, mais pour être très franc, vous donne une réponse d'homme politique. Quand il termine sa réponse, on a quelques difficultés à se souvenir de la question que l'on a posée. Alors, que nous dit ChatGPT lorsqu'on lui demande comment solliciter les auditeurs ? Eh bien, il répond ceci. Répondre aux questions posées, partager leurs opinions et leurs expériences ou encore réagir au débat et participer aux activités. Voilà ce qu'il faut faire pour solliciter ses auditeurs selon ChatGPT. On
pourrait se dire que ce sont là 4 bonnes pistes. Seulement, ChatGPT ne dit pas précisément les actions à concrétiser. Vous l'avez entendu, pour répondre aux questions posées. C'est-à-dire, il vous dit de partager les opinions, les expériences, réagir au débat et participer aux activités. Bon, c'est quand même assez flou, mais reconnaissons-le, sont quand même de bonnes pistes de travail. Plus intéressant encore, j'ai demandé à ChatGPT de m'indiquer comment transformer une adhésion en abonnement. Alors ça, c'est très important. Vos auditeurs peuvent adhérer à votre ligne éditoriale, c'est-à-dire être d'accord avec ce que vous dites ou plus largement être sensible à vos contenus, mais il y a une marche supplémentaire à franchir, c'est celle de la concrétisation vers un soutien qui est plus musclé, c'est-à-dire l'abonnement. Comment convaincre un auditeur pour qu'il s'abonne à votre podcast, pour qu'il vous suive sur les réseaux sociaux ou qu'il vous verse chaque année son no-ball. Alors, vous pouvez comprendre la différence entre adhésion et abonnement parce que elle est cette différence fondamentale. Pour la petite anecdote, j'ai dans cette interrogation, alors il faudrait que Philippe vous envoie le lien, mais je l'ai mis sur mon blog, l'article avec capture d'écran, j'ai fait ça aux petits oignons bien entendu. J'ai volontairement oublié une lettre adhésion, j'ai oublié volontairement la lettre H au mot adhésion, et donc j'ai posé cette question qui est la suivante, comment transformer une adhésion en abonnement. Vous verrez ça sur le blog et puis peut-être que Philippe le mettra sur un autre support. Alors ça n'a pas empêché, malgré cette faute d'orthographe immonde, ça n'a pas empêché ChatGPT de répondre à cette question, comment transformer une adhésion en un abonnement. Alors là encore, l'outil donne de bonnes pistes comme par exemple offrir des avantages, des informations supplémentaires. Alors, j'ose comprendre que ce sont des informations bonus par exemple, ou encore il nous propose de créer un espace de partage pour que vos auditeurs puissent interagir entre eux. Mais bon, vous le voyez encore une fois, pas d'action très précise, des pistes, des directions, mais pas d'action forcément très précise. Alors je vais vous en donner 5, elles sont pour le coup là très personnelles pour solliciter l'auditeur, mais elles sont extrêmement rapides. 1, c'est être intéressant, c'est-à-dire ne jamais être ennuyeux. 2, c'est parler le même langage que celui qui est utilisé par les membres de votre communauté. 3, c'est maîtriser le sujet que vous déclinez en podcast pour maintenir un gage de crédibilité, parce que la crédibilité fait naître souvent l'audience. 4, c'est tenir sa promesse. Il faut 3 secondes pour perdre un auditeur et 3 ans pour tenter de regagner sa confiance. Et puis enfin, 5, c'est être à côté de ses auditeurs. C'est ce qu'on appelle la proximité. Alors ces 5 actions sont déclinées dans des dizaines, voire des centaines d'articles qui sont en ligne, soit sur Podcast Magazine, soit sur le blog brûlatour.fr. Bon, un peu de brosse à reluire quand même pour débuter cette année. Pour la route, 2 dernières questions posées à cette intelligence artificielle. D'abord, quelles sont les différences entre un auditeur de podcast et un auditeur de la radio? Ça aussi, c'est fondamental. Alors pour cette interrogation, ChatGPT met en avant 4 différences entre le podcast et la radio. Selon lui, la flexibilité, le contenu, l'engagement et l'interactivité. Alors oui, c'est pas si mal comme réponse, mais ça reste encore assez vague. Et puis Philippe, la dernière question posée à ChatGPT, connais-tu Podcast Magazine? Alors là, accrochez-vous, réponse de l'intelligence artificielle, oui, je connais Podcast Magazine. C'est une publication en ligne qui est consacrée au podcast et à la production numérique. Podcast Magazine est une excellente source d'information pour les fans et les créateurs de podcasts. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on peut lui faire entièrement confiance. Le mot de la fin, Philippe, parce qu'il en faut un et je ne veux pas être non plus trop long. C'est une phrase de Stephen Hawking que j'ai retrouvée ce matin. Écoutez bien parce que ça vaut son pesant de cacahuètes et que ce n'est pas piqué des hannetons. Le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Alors, Stephen Hawking nous dit qu'une fois que les hommes auraient développé cette intelligence artificielle, celle-ci donc naturellement, mathématiquement décollerait seule, et donc par voie de conséquence, c'est mathématique, elle se redéfinirait de plus en plus et sans cesse. Conclusion de la conclusion, les humains qui sont eux limités par une très lente évolution biologique ne pourraient donc pas rivaliser et seraient dépassés. Bref, le monde qui arrive avec ou sans auditeurs s'annonce aussi réjouissant, Philippe, que terrifiant. Ah ben, on va avoir envie d'aller se coucher maintenant. Je vous avais prévenu, hein, ChatGPT, il fait pas les choses à moitié. ChatGPT, il est impressionnant et je ne savais pas qu'il connaissait Podcast Magazine, donc comme quoi, bon, c'était un peu politique quand même comme réponse, mais oui, c'est institutionnel, on va dire, oui, mais bon, c'est pas aussi bluffant qu'on veut bien le dire. J'ai écrit par exemple à mon épouse ce matin, j'ai demandé d'écrire un poème en 4 strophes
à ma femme un poème d'amour en 4 strophes. Alors bon, c'est pas mal, il y a les césures, etc. qu'on retrouve. Bon, je lui ai envoyé, mais elle a émis un doute quand même, et je lui ai avoué que c'était une intelligence artificielle qu'il avait écrit à ma place. Non, par contre, c'est vrai que ce que dit Hawkins est assez inquiétant. Hein. Ah oui, là, pour le coup, c'est très inquiétant, en effet. C'est pas comme si c'était pas non plus un petit visionnaire. Laurent, une petite réaction par rapport à ce billet acidulé ChatGPT? Déjà, merci Frédéric pour ce billet, j'ai beaucoup apprécié. En fait, ChatGPT, c'est impressionnant, c'est le nouveau Google quasiment. On lui pose une question et on a une réponse structurée. Et pour le podcast, c'est vraiment, j'ai testé l'autre jour comment faire développer son podcast, l'audience de son podcast, et j'ai eu une réponse qui était hyper structurée, hyper bien. Je pense que j'aurais pas pu trouver mieux en fait. Donc moi qui me plains toujours, et même si le podcast magazine le fait très bien, qu'on manque de contenu, je trouve dans le milieu du podcast, je trouve que ChatGPT apporte un truc sympa quoi. Ouais, c'est impressionnant. Il va chercher en fait plein de sources différentes, il les mutualise et il en sort un savant mélange en fait. Oui, sauf qu'il va certainement entrer dans les prochains jours dans une autre phase, c'est-à-dire une phase qui va reposer sur des obligations. Je pense qu'il va y avoir un marqueur à l'intérieur des phrases ou un élément technique qui permettra à chacun de savoir si le texte, par exemple, a été rédigé par ChatGPT ou pas. Je sais que, par exemple, il va y avoir un processus d'interdiction pour que les élèves, par exemple, fassent leurs devoirs avec ChatGPT. Ce sera assez simple. D'ailleurs, ils vont développer des outils parce que sans réglementation, là, pour le coup, effectivement, le monde qui arrive est assez terrifiant. Non, mais c'est terrifiant et c'est affreusement efficace. Moi, je ne sais pas si vous avez essayé. Vous prenez un article de la lettre pro de la radio, vous mettez réécrire, vous faites un copier-coller de l'article, il vous réécrit un article avec d'autres mots, mais qui disent la même chose. Ouais. Non, mais c'est terrifiant. Hein. C'est bluffant, c'est terrifiant. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, on n'est pas là pour parler de ça, mais comme le disait notre ami à l'instant, on peut utiliser ChatGPT pour avoir et en ce qui concerne notre sujet du jour, avoir par exemple des pistes qui se dessinent. À vous ensuite, bien entendu, d'y apporter votre touche personnelle, de les creuser, d'aller un petit peu plus dans le fond des choses. Mais ça peut être véritablement un bon début. Hein. Comment développer et animer une communauté d'auditeurs? Il vous donne des pistes, à vous ensuite de les creuser. Hein. Ouais, exactement. Bon, eh bien, à méditer, à méditer. On va rentrer dans le vif du sujet de la thématique du jour, même si on y était déjà indirectement. Solliciter, écouter ces auditeurs de podcast. Alors, on va faire un petit retour un peu en arrière, Laurent, pour que tu nous expliques les raisons pour lesquelles tu as mis en place ce questionnement déjà sur ton podcast. Parce que est-ce que toi, tu sentais qu'il y avait un problème ou tu te sentais pas à l'aise sur ton podcast, ou tu t'es dit, tiens, je vais les solliciter, on va voir si j'ai des réponses. Puisque, je rappelle, donc j'ai vu un post sur LinkedIn où tu avais annoncé que tu avais sollicité tes auditeurs et que tes auditeurs avaient fait des retours et que tu avais modifié ta manière de faire ton podcast suite aux remarques de tes auditeurs. D'abord, pourquoi tu as eu cette idée? J'ai lancé mon podcast en février 2021. Donc ça fait quasiment 2 ans là, d'ici un mois. Et pourquoi j'ai eu envie, c'est que j'ai dû faire 8 épisodes. Et évidemment, le truc était super cool, c'est qu'au démarrage, j'ai eu mes 1000 premiers écoutes. Enfin, je me suis dit, c'est génial le podcast, j'ai plein d'écoutes, etc. Finalement, c'est simple. Et puis au bout de 3 épisodes, j'ai vu mon nombre d'écoutes s'écrouler. Donc c'est les stats qui t'ont inquiété. Alors, et après je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui manque à mon podcast? Je suis assez marqué par les stats parce que je les suis très clairement et j'essaye d'en faire de les utiliser comme un indicateur. C'est pas une vérité, évidemment, on est d'accord, hein, c'est pas une vérité absolue, mais c'est un indicateur. Et je me suis dit, ok, il y a eu un effet de nouveauté, ça a bien marché. Maintenant, je suis dans le dur, je suis dans la mine, il se passe plus rien. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui manque à mon podcast pour, en tout cas, aller sur l'étape suivante? Ça a vraiment été ça
ma première étape. Et la deuxième chose qui est hyper importante dans tout ce que je vais te dire, c'est que moi, en amont du lancement de mon podcast, j'ai lancé une newsletter. Ouais. Et ça, c'est fondamental parce que cette newsletter, c'est mon espace intime qui justement me permet de garder une conversation avec des lecteurs et après qui sont devenus des auditeurs derrière. Donc tu veux dire que tu avais une newsletter avant ou tu as lancé en parallèle une newsletter? En parallèle. En parallèle. Les Et deux sur quelle en base parallèle. tu avais une base déjà En fait, dans ma boîte précédente, j'avais monté une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. Bref, dont j'étais le CEO. Et en partant, sur mon post LinkedIn, j'ai dit voilà, si vous voulez suivre mes prochaines aventures, c'est ici. Et je renvoyais vers la newsletter. Et donc tu as eu tout de Et suite des inscrits en fait à j'ai ta eu newsletter. j'ai quasiment 1000 inscrits en une journée, Ah ouais, en 3 jours. ah oui, impressionnant. Donc, effectivement, c'est un avantage comparatif qui est assez important au démarrage quand tu es déjà une newsletter pour t'aider, mais c'est très important d'avoir ça dans ton dispositif. C'est peut-être ce que ne dirait pas ChatGPT, justement. Ouais, il l'a pas dit. Il l'a pas dit, non, justement, dans la réflexion. Donc voilà, effectivement, la première raison, c'était, je me suis dit, OK, effet de nouveauté, plus d'effet de nouveauté, les écoutes qui baissent. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à mon podcast? Et qu'est-ce que les auditeurs veulent écouter et veulent entendre? Mais ça, tu l'as fait vachement tôt parce que tu l'as fait, tu me dis, au 3e épisode? Non, 8e. Ah, 8e, pardon. 8e épisode, donc ça veut dire que tu avais aussi envoyé 8 newsletters. Exactement. Et tu Enfin, avais, un peu plus tu parce avais que remarqué, oui, si, t'as raison. tu avais remarqué une baisse aussi. Et tu suivais les stats de la newsletter ou pas du tout? Alors la newsletter, les gens, j'ai à peu près 40% d'écoute, de taux d'ouverture, ce qui est plutôt bon pour une newsletter. Ouais. Après, sur 1000 personnes, c'est pas non plus, voilà, mais c'est plutôt pas mal. Mais non, ça n'a pas baissé, ça n'a pas baissé. Les gens continuent à me lire, et en fait, ce qui sous-entendait que mon audience, à un moment donné, devait s'élargir, et je devais aller vers des gens qui ne me connaissaient pas. Et c'était un peu l'objectif du coup, tu vois. D'accord. Donc, et moi, j'ai toujours considéré que mon podcast, c'était comme un produit. C'est-à-dire que pour mon produit, il faut que j'écoute l'utilisateur et donc il faut que j'écoute l'auditeur. Et pour écouter l'auditeur, parce que moi, le problème du podcast, c'est il y a un ingé son, il y a ma voix, il y avait à l'époque des extraits sonores externes que j'intégrais dans le podcast. Ouais, donc il y avait une prod. Et il y avait une prod, exactement. Même si c'était encore amateur, il y avait une prod. Et en ayant une prod, bah, il y a de la complexité. De facto, il fallait que je continue en permanence à l'améliorer. Et donc, sur ma newsletter, j'ai dit voilà, je cherche à avoir des retours d'auditeurs. Voici un Calendly. Alors pour ceux qui connaissent pas Calendly, vous savez, c'est les outils qui permettent de prendre des rendez-vous dans son agenda automatiquement et qui permettent de proposer des créneaux d'une demi-heure. Donc j'ai proposé à mes auditeurs des créneaux d'une demi-heure dans mon agenda. J'ai tout ouvert mon agenda. Je me suis dit voilà, pendant un mois, je vais ne faire que ça et je vais essayer de toper un maximum d'auditeurs en leur posant des questions. D'accord. Et donc là, après, tu as eu un retour de combien? Comment ça s'est passé? Alors, c'est intéressant parce que sur ma newsletter, la première newsletter que j'ai envoyée, j'ai eu 6 personnes qui sont inscrites. D'accord. Deuxième newsletter, j'ai refait un truc, j'en ai eu 4 qui sont inscrits, donc j'ai atteint les 10. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, parce que régulièrement sur LinkedIn, je recevais des gens qui me disaient ouais, super le podcast, j'adore ce que tu fais, etc. ou les commentaires. Ben, je suis allé chercher les gens un par un qui me disaient j'adore ce que tu fais, bravo pour ton podcast. Donc je leur envoyais un petit message, merci pour ton message de soutien. Au fait, je prends les avis des auditeurs, aurais-tu une demi-heure à me consacrer? Et là, je balançais mon lien Calendly. Et sur ce lien Calendly, c'était pour les avoir en direct. Exactement. Donc tu les as tous appelés un par un en fait. Et derrière, je les ai eus un par un et j'ai réussi à avoir une trentaine de personnes en l'espace d'un mois et demi. C'est quand même vachement chronophage aussi. Par contre, tu as appris quoi alors concrètement derrière comment tu as fait? Tu as pris les appels, tu les as enregistrés ou alors tu as noté au fur et à mesure les choses quand ils te parlaient ou comment tu as au niveau organisation pour remettre en question un peu tout ça et puis en faire quelque chose qui te soit utile? Je vais quand même revenir sur ce que tu viens de dire, Philippe. Tu viens de dire que c'est chronophage. C'est exactement le genre de résistance qui empêcherait les gens de le faire. C'est que justement, il faut penser ça comme un investissement. Si vous êtes sérieux sur le podcast ou sur tout autre sujet d'ailleurs, ça vaut le coup d'y passer. Et moi, j'y ai passé effectivement
30 fois une demi-heure, ça fait 15 heures, plus les temps de préparation, on va dire que voilà, c'est une journée par semaine pendant un mois. Mais qu'est-ce qu'une journée par semaine? Quand on va voir les résultats, voilà, c'est que dalle. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'avais préparé. Alors moi, j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Notion, pour ceux qui connaissent Ouais, pas. ouais. C'est un outil de gestion qui permet de regrouper toutes ces connaissances sur une seule et même application, qui est plutôt bien fait. Donc j'avais structuré mes questions en me disant, OK, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce qu'ils aiment dans le podcast? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que j'améliore? D'où ils viennent? C'est qui les gens qui Oui, m'écoutent alors déjà? il y a ce côté-là. Oui, ça t'a permis aussi de savoir. Si c'est 30 sur 1000, bon, ça fait toujours 30 sur 1000, mais ça te permet quand même d'avoir une proportion, de savoir si tes auditeurs viennent de province, de grandes villes, s'ils ont tel ou tel. Tu leur as demandé leur âge aussi? Ouais, alors ça j'ai fait un peu, j'allais sur LinkedIn et je le devinais à partir des études parce que parfois je demandais pas les âges, c'est toujours un peu voilà, mais j'avais l'âge, j'avais le métier, j'avais à peu près toutes les données démographiques et derrière effectivement je leur demandais qu'est-ce qu'ils aimaient sur le podcast, qu'est-ce qu'ils voudraient que j'améliore et quel sujet ils aimeraient que je propose. D'accord. Et j'ai vraiment été surpris par les réponses en fait. C'est-à-dire? Les gens étaient assez honnêtes. Je me suis pris des scuds. Ah ouais, carrément. Je me suis pris des scuds. Je te fais. Alors, je l'avais noté, hein, mais bon, Laurent, en axe d'amélioration, tu bafoues, tu bouffes les mots là. Il faudrait vraiment que tu fasses des efforts sur la diction, ça va pas du tout. Ah oui. Donc, par contre, ouais, vraiment, il faudrait que tu mettes plus de musique. Et ça manque de vie aussi, ton podcast. Il faudrait vraiment que tu mettes un peu plus de vie, plus de dynamique. Et puis, sur la structure de l'histoire, il faut que ça me surprenne. Il y a trop de chiffres. Moi, je veux une histoire, je veux de l'émotion, quoi. Donc, D'accord. ça, c'était intéressant. Mais Ouais. néanmoins, sur les points forts, qualité du travail, je passais deux jours entiers à travailler sur le podcast, donc trouver les sources documentaires, la voix est agréable et accueillante, par exemple, ça je l'ai beaucoup entendu, la construction, l'idée de la construction de l'histoire, je fais une intro où on arrive dans le vif du sujet avec une intro un peu punchy, puis après je déconstruis l'histoire avec un épilogue, ça plaisait pas mal aux gens. Donc j'avais à la fois mes points forts et mes axes d'amélioration, tu vois. Alors pas toujours agréable, mais en même temps, ça permet aussi de se dire, ok, si je veux aller un cran plus loin, voilà ce que je dois faire, voilà ce sur quoi je dois m'appuyer, voilà ce que je dois faire pour aller plus loin. La conséquence de tout ça, elle est très simple. 2 mois après, je faisais une formation à Paris sur comment poser sa voix pendant une semaine entière. Je suis allé voir mon CPF, j'ai tapé mon CPF et je suis allé, j'ai vidé mon CPF de 1000 balles et je suis allé voir une formation, poser sa voix avec une formatrice et un groupe d'une dizaine de personnes dont c'était le métier, hein, des gens en radio ou C'était quoi? Vas-y, donne le nom de. Tu te Euh, rappelles, non? je retrouve, T'as trouvé ça c'était à comment? Boulogne. J'ai tapé formation voix Ah, c'est et en pas, fait c'est pas Secom? non, c'est une autre. Ah, il faut que je retrouve le nom, hein. Mais c'était extraordinaire. Extraordinaire. La formatrice, elle m'a défoncé les 2 premiers jours. Elle dit non, D'accord. Laurent, t'es pas assez concentré. Non, quand tu articules, voilà comment tu dois poser ta voix. Et, tu vois, j'ai vraiment travaillé sur la prononciation, la façon de faire les. En gros, c'était quasiment un cours sur comment parler à voix haute, quoi. Et comment poser sa voix et comment mettre de l'intonation, à quel endroit. Enfin, c'était extraordinaire. Et ça, c'est une conséquence directe des feedbacks que les auditeurs m'ont fait. Et donc, Le résultat. ça t'a permis d'avoir plus confiance en ta voix et découvrir des choses que tu pouvais pas imaginer. Les enseignements que tu as eus de cette formation pour justement peut-être motiver certains à en faire, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, hein, à travailler sa voix. Et on a fait une masterclass avec Lauriane qui était dans la room tout à l'heure. Je sais pas si elle y est toujours. Non, elle est plus là. Avec Lauriane justement sur le placement
l'effacement de la voix. On en a fait une aussi avec avec comment s'appelle-t-elle? Oh, j'ai perdu son nom. Et c'est vrai que la gestion de la voix, c'est quelque chose qui est pas forcément inné, et il y a plein de trucs et astuces qu'on connaît pas. Ouais, tout à fait. Et le fait de l'avoir travaillé, ça m'a fait passer dans une autre dimension. En plus, pendant 1 an, j'ai lu à haute voix 10 minutes quasiment tous les jours. J'avais mes textes, je les lisais. Je marquais avec ponctuation, sans ponctuation. Je les faisais en accéléré, en ralentissant, etc. Donc j'ai vraiment énormément travaillé. Et aujourd'hui, il y a eu un avant, un après, très clairement. Et les auditeurs me l'ont fait remonter, ça. Et donc les choses que tu as changé le plus, c'était tu bafouillais plus. En fait, les défauts qu'il te retrouvait, tu les avais effacés. Je les ai effacés et j'ai effacé autre chose qui était assez marquée dans un premier temps, c'est que je mettais énormément d'intonation sur des choses qui n'avaient pas besoin d'intonation. J'intonnais, si je puis dire, des endroits où il n'y avait pas besoin d'intonation et vice-versa, j'intonnais pas des endroits où il aurait fallu que je mette de l'intonation. Donc la rythmie, ou en tout cas la rythmie de la phrase était beaucoup plus respectée. Je baissais la voix à la fin au point, je mettais une pause quand il y avait une virgule. Tu vois, j'étais beaucoup plus précis dans la façon de prononcer et la façon de raconter les histoires. Et ça, effectivement, c'était grâce à leur feedback. Deuxième feedback qui était hyper intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup commencé à faire des entrepreneurs américains. Ouais. Donc, j'avais fait Instagram. Alors, j'ai commencé avec Xavier Niel, mais j'ai quand même fait Instagram. J'ai dû faire 2-3 trucs sur Jeff Bezos ou autre. Et mes auditeurs m'ont dit, bah, c'est bien tes trucs, mais nous, ça nous parle pas. Moi, ça me parle pas. Moi, je voudrais que tu me parles d'entrepreneurs français ou que je connais. J'aimerais que tu me parles de cuisiniers qui ont réussi, qui sont des entrepreneurs. Je voudrais que tu me parles. Et ces retours-là m'ont fait aussi orienter vers une francisation de mes sujets, voire même des entrepreneurs, en tout cas des gens connus qui sont entrepreneurs. Tu vois, par exemple, j'ai fait Cyril Lignac. Ouais. Mais ça, c'est parce que ce sont des sujets qui m'ont été suggérés par ma communauté. Troisième grande leçon que j'ai pris, c'était, là, c'est vrai que j'avais un peu pris cher aussi sur ce sujet, c'est que au tout démarrage, mes histoires, c'était beaucoup un enchaînement de chiffres. Donc, j'enchaînais les dates, j'enchaînais les chiffres. Donc, c'était comme si je lisais un Wikipédia. Et ce que m'ont dit les auditeurs, c'est bien, Laurent, ce que tu fais, mais écoute, nous, ce qu'on veut, c'est une histoire. C'est pas juste une suite de chiffres et de dates. Je voudrais que tu construises une histoire avec un début, une fin, des émotions, et enlève des chiffres, mais construis une histoire avec un personnage au centre. Et là, c'est pareil. Je me suis retrouvé à faire Donc, tu as fait une formation. Non, énorme. Figure-toi, j'ai suivi une formation avec Louis Média. Ah oui. Sur comment construire une histoire. C'était un webinaire, et puis ils ont fait ça à plusieurs reprises. Où j'ai vraiment j'ai commencé, puis après j'ai commencé à lire des livres, etc. Donc j'ai creusé le sujet, et du coup la difficulté d'une histoire, c'est pas de rajouter des choses, c'est d'en enlever en fait, et de bien sélectionner ce qui va faire que ça va faire une histoire, que ton personnage principal on le retrouve dans l'histoire, et qu'il ait un fil, qu'il soit le fil rouge de ton histoire, quoi. Donc j'ai vraiment aussi travaillé ça, et une des premières formations que j'ai suivies, c'est avec le média. Et donc, ça veut dire que concrètement, tu as complètement déstructuré le podcast que tu avais au début, et tu l'as réinventé, réécrit avec une manière différente de parler avec ta voix, et deux, une écriture qui racontait une histoire. Alors, comment on fait quand on a parce que donc tu as repris tous tes chiffres que tu avais, tout le travail que tu faisais pendant 2 heures. Tu le faisais quand même, mais après tu devais y rajouter un élément de narration, c'est ça ? Exactement. Avec une histoire, un début, un milieu, une fin, avec des choses qui se passent à l'intérieur, et donc tu les trouvais à l'intérieur de l'histoire, parce que ton podcast, c'est des gens dont tu parles, mais qui ne sont pas interviewés, c'est des faits que Non, tout à fait. Tu fais une recherche réelle d'informations, et toi, tu recrées le podcast par rapport à ce personnage-là, mais il n'est pas en interview. Exactement. Je fais une recherche documentaire de plusieurs jours, et après je fictionnalise l'histoire en recréant à partir de ce qui a été dit, des dialogues, etc. D'où
D'où un souci avec Marc Dorcel. D'où un souci avec Marc Dorcel. Tu voulais parler de cette histoire-là, Non, toi? mais en fait, je suis sur ton C'est site énorme. parce que je me disais, tiens, j'aimerais bien écouter avant et après. Donc, je sais pas s'il y en a un qu'on peut écouter où tu sais que tu vois, tu faisais des fautes, et un autre où on réécoute un peu la nouvelle structure. Ça pourrait être intéressant de faire cet exercice parce que alors on va quand même aller au bout de l'histoire de Xavier Niel, puisque dans Podcast Magazine, pour ceux qui l'ont lu et qui l'ont et qui De Marc nous écoutent. Dorcel, tu veux dire? De Marc Dorcel, pardon. De Marc Dorcel, dans Podcast Magazine, tu en as parlé. Il y a eu un petit couac, et ils t'ont demandé de sortir, en fait, de supprimer un épisode du podcast parce que ce qui était à l'intérieur, selon eux, ne donnait pas une image suffisamment belle de Marc Dorcel, c'est ça? Exactement. Un jour d'août dernier, donc je reviens de vacances et je retrouve une lettre dans ma boîte aux lettres que j'ouvre en disant c'est quoi ce truc-là? Et je l'ouvre la lettre et je vois bonjour, je suis l'avocat de Marc Dorcel, représentant de la société Marc Dorcel. Je vous demande de retirer l'épisode de podcast nanana que vous avez diffusé il y a 3 mois. Si vous ne le faites pas dans nous vous engagerons des poursuites suite à ça. Ouais, le truc sympa, quoi. Le truc qui donne, Voilà, donc- quand tu rentres de vacances, qui te fait plaisir. C'est ça, t'as tout compris. Donc au départ, je croyais que c'était une blague. Je me suis dit, waouh, Marc Dorcel, c'est encore un copain à la con là, qui vient de m'envoyer une blague. Parce que le cabinet d'avocats s'appelait Puzzle Avocat. Je sais plus, un nom très bizarre. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague d'un copain. Et là, sur un groupe WhatsApp, je dis, bon, qui c'est qui m'a envoyé cette lettre-là? Et là, tout le monde rigole, je dis, non, personne. Et là, du coup, je tape Puzzle Avocat et je vois qu'effectivement, c'était un vrai cabinet d'avocats qui avait pignon sur rue sur Paris. Ah merde. Et en réécoutant l'épisode, il me reprochait la juxtaposition de l'affaire du Boucaquet, qui est une affaire qui concerne principalement Jackie et Michel, donc une autre société qui est spécialisée dans le porno français. Mais je juxtaposais cette affaire-là avec l'épisode Marc Dorcel et considérais que ça pouvait leur porter préjudice. Et donc, tu as été obligé de... t'as pas voulu jouer avec puzzle. Là, t'as pas voulu faire du puzzle, là. Non, j'ai pas cherché à faire du puzzle. J'ai juste dit, attendez, je suis en vacances, mon ingé son est parti quelque temps, et j'ai essayé un peu de gagner du temps. C'était un peu petit de ma part, mais... Et j'ai surtout essayé de faire un buzz sur LinkedIn en me disant, tant qu'à mourir avec cet épisode, autant essayer de récupérer des auditeurs, quoi. Ouais. Fred, tu voulais réagir? Non, je voudrais juste dire qu'il vaut mieux un mauvais accommodement qu'un bon procès. Voilà. Quelquefois, il faut savoir aussi réduire. Ça, je suis partisan de ça aussi. Voilà. Et que dans la vie, on évite plus facilement une querelle qu'on s'en sort. Voilà. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est aussi ce qu'il faut dire. Ensuite, je voulais juste rebondir sur effectivement les remontées des auditeurs. Et oui, c'est pas facile, hein, souvent. De lire les messages sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis passé à une autre dimension, si j'ose dire, parce que si vous n'avez pas la couenne assez épaisse pour résister à tout ça, ça va être compliqué. Hein, ça va être très très compliqué. Plus vous vous mettez dans la lumière, plus vous risquez d'avoir des remontées qui sont souvent négatives. Hein. Les critiques positives dans notre monde nouveau sont quand même assez rares, ou plutôt, devrais-je dire, des critiques constructives. Voilà, je voulais juste rebondir sur ces deux choses. Là, ce que j'aime bien dans la démarche de Laurent, c'est quand même le fait d'avoir appelé les auditeurs. Et je pense que quand tu appelles un auditeur qui te critique, c'est même si c'est pas facile, hein, ça doit être, ça doit faire bizarre, hein, parce que c'est vrai que c'est ton bébé, tu bosses 2 jours dessus, tu l'enregistres, tout le boulot que ça demande, et on sait tous, pour ceux qui ont déjà créé un podcast ou ceux qui se lancent, que c'est un vrai boulot, et il faut être passionné pour le faire, et tu l'es, donc il n'y a pas de souci sur le fond. Mais derrière, de devoir entendre que ça, c'est pas bien, ça doit faire drôle. Mais c'est vrai que de les avoir, autant lire ça sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un peu lâche quelque part. Avoir quelqu'un au téléphone qui te le dit, ça rend la chose plus concrète, je trouve, plus réelle, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut dire n'importe quoi, et en plus de manière anonyme sur Twitter ou sur Facebook, on ne sait pas vraiment quels sont ces gens qui sont derrière.
La grosse nuance que j'apporterais, Philippe, par rapport à ça, c'est que ce sont tes auditeurs aussi. Ce sont quand même des gens qui m'écoutaient. Oui, Donc, c'est a ça. priori, ils ont quand même envie aussi, comme moi, que les choses progressent. Mais ils m'écoutent. Donc, c'est pour moi, même si c'est un feedback qui est pas agréable, c'est un feedback avec un objectif, entre guillemets, bienveillant, de faire progresser, quoi. Oui, Donc, oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ce que je veux dire. C'est que tu savais que s'ils te le disaient, de la manière dont ils le disaient, c'était tout à parce fait. que ils aimaient bien ce que tu faisais et que c'était plutôt constructif. Donc, est-ce que tu as tout gardé de ce qu'ils t'ont suggéré? Est-ce qu'il y a des choses que tu as carrément mis de côté? Alors, attends, qu'est-ce que tu veux dire par garder? Ben, toutes les remarques négatives, tu les as corrigées et toutes les positives, Ah, tu les as gardées. j'ai pas corrigé toutes les remarques négatives. Il y en a qui me parlaient pas, donc je les ai pas prises, très Ouais, c'est ça. clairement. Parce que moi, moi, souvent, très souvent, on me dit, il faut faire ci, il faut faire ça Non, sur non, non, les j'ai pas. événements qu'on organise ou sur les choses. Ah, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais ci? Il y a des choses qui, en effet, on peut garder, mais en général, tu gardes 20% des 80% de conseils qu'on te donne. Parce que si tu fais ça, moi, j'aurais déjà mis la clé sous la porte et j'aurais déjà, je pense que je ferais autre chose si j'avais écouté les conseils qu'on m'avait donnés. Non, non, j'ai pas tout écouté, hein. Il y en a qui me disaient qu'il fallait que je fasse encore plus long. Et plutôt sur le narratif, moi j'ai quand même eu tendance à réduire. J'étais sur des épisodes de 20-25 minutes et je suis passé aujourd'hui à 2 épisodes d'une grosse dizaine de minutes. Mais j'ai plutôt réduit et ça a augmenté mes taux de complétion, Ouais, de t'étais à facto. 36 Mais minutes au début, c'est ça? Tu faisais ouais, des... j'étais à 25 minutes, mais Ouais. pour du narratif, c'est trop long. Alors j'avais des taux de complétion qui étaient autour de 30-40% et aujourd'hui je suis passé à plus de 65%, tu vois, en étant sur des gros épisodes d'une grosse dizaine de minutes. Ouais, je vois. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on écoute un peu lequel tu conseilles dans les Oula. premiers. Il y a Xavier Niel. Oh non, t'es sûr que tu veux vraiment faire cet exercice? Ouais, Oh, j'aimerais c'est bien, dur. moi. Ouais, mais c'est dur, mais en même temps, Oh, c'est on est dur. là pour concrètement parler de de cette chose-là. L'histoire du podcast. Ah, tiens, l'histoire du podcast en France. Je vois. Celui-là, c'est un des premiers, c'est ça Oui, oui, ça doit être le 4-5e, je crois, de mémoire. Après, euh, est-ce qu'on entend c'est à des endroits particuliers où la diction est pas bonne. Donc, je suis pas sûr que il faudrait que que ça je te soit donne. très parlant. Ouais, d'accord. Ok. Non, j'ai peur que ça soit pas très parlant. Il faut que les gens fassent leur propre expérience quand ils auront Bon. l'occasion. L'idée, Alors, c'est qu'on raconte l'histoire là, maintenant, condensée, et que voilà, s'ils veulent aller Alors, un cran plus je loin. vais mettre le lien pour ceux qui ont envie Voilà. d'aller écouter les premiers épisodes et de descendre tout en bas. Je vais mettre le lien de ton site là, je vais le rajouter et comme ça, vous pourrez aller vous faire votre propre idée en écoutant les premiers épisodes et puis ensuite les derniers et puis en découvrant aussi ton podcast qui s'appelle l'histoire du podcast qui a évolué au niveau du nom aussi. Ça n'a pas été un problème aussi de changer de faire évoluer le nom du podcast. Est-ce que tu l'as fait justement par rapport aussi au changement ou alors c'était avant que tu lances Alors, c'est très juste ce que tu dis. J'ai sollicité mes auditeurs. J'ai un Patreon, donc un Patreon, c'est comme Tipeee. J'ai 40 personnes qui me versent un peu d'argent régulièrement tous les Ah, mois. ils sont restés depuis le début. Tu l'as fait depuis le début, Je l'ai fait Patreon? au bout de 6 mois, Patreon. Et je l'ai fait au bout de 6 mois, mais c'est pas un truc que je suis pas très bon. Néanmoins, voilà, j'essaie de faire des réunions régulières, une fois par mois. Et dans une de ces réunions, ils m'ont dit un jour, moi, je leur ai dit, voilà, je souhaite changer de nom. Au départ, c'était l'apprenti. Je trouve que ça ne correspondait plus au contenu du podcast. Et c'est eux qui m'ont suggéré le nom, parce que moi, j'étais arrivé avec d'autres noms. Ils m'ont dit, non, ça va pas du tout, tes idées, là. On te propose ça. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est une super idée. Et j'ai pris leur idée, tout Ah, simplement. et il y en a qu'un qui te l'a proposé ou Ils sont plusieurs, mais quand il a proposé cette idée, tout le monde a fait, ah bah oui, c'est ça qu'il faut que ça doit être ça ton nom. Ah ouais, et On donc s'arrête là tout de suite. changement de nom complexe, non? Non, 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 ça s'est super bien fait. Ouais. Franchement, quand tu vois Pauline Léniaud qui a déjà changé 2 ou 3 fois de nom son podcast, et que ça l'a pas, entre guillemets, alors après c'est un peu facile quand tu as déjà plusieurs centaines de milliers d'écoutes par mois, mais quand moi ça faisait un an, donc et je voulais et comme moi mon podcast c'est un projet sur le long terme, je me suis dit ok c'est pas grave, il y a une petite perte au démarrage, mais après ça revient vite quoi.
D'accord, donc tu n'as pas ressenti vraiment de problème par Non, rapport à non. ça. Et encore une fois, donc ce changement, au niveau visuel aussi, t'ont fait des remarques sur... t'as changé les visuels parce que oui, t'as dû changer puisque déjà t'as changé de nom. J'ai tout changé, j'ai changé les visuels et le nom et Ah oui, je donc leur on ai, n'a pas les anciens présenté, visuels. On n'a pas les anciens visuels pour s'en Non, rendre alors compte. je pourrais te les présenter, mais les premiers visuels étaient, voilà, c'était moi avec un canevas tout moche et c'est devenu, là j'ai demandé à une graphiste de faire un truc un peu plus travaillé et je leur ai présenté les 3 ou 4 propositions et c'est eux qui ont choisi la bonne proposition. Et alors, l'explication de la vignette, alors justement, on va en parler vendredi avec Jérémy Clay. On va prendre ta vignette, tiens, pour voir ce qu'il en pense, Jérémy, puisque vendredi, on fait une masterclass pour tous ceux qui ont participé au podcast magazine de 9h à 11h en direct avec Jérémy Clay. Et on va analyser les vignettes de chacun. Donc, si vous avez des vignettes que vous voulez nous envoyer pour qu'on passe en revue un peu les vignettes avec Jérémy et qu'on explique un peu justement ce qu'il faut faire et ne pas faire sur une vignette, alors sans vraiment dire qu'on a la science infuse, mais lui, il est illustrateur, il a fait beaucoup d'illustrations et maintenant il est plutôt podcasteur, il veut se dédier au podcast et plus à l'illustration. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de montrer l'autre toi. En fait, on voit, c'est pour ceux qui regardent, alors elle s'affiche pas là sur le lien que je vous ai partagé, mais si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la photo. Alors, donc, il y a on te deux voit sur partagé en deux et Voilà. d'un côté il y a des couleurs derrière ta tête et tu es un peu tamisé, et côté gauche c'est ta photo en noir et blanc, donc il y a une moitié en noir et blanc toi et l'autre moitié qui est un peu stylisée. Alors en fait, l'idée c'est de montrer que c'était du documentaire, donc une photo réelle, et en même temps fictionnalisée, donc la deuxième partie fictionnalisée. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, c'était vraiment jouer sur le fait que c'est du documentaire, mais fictionnalisé. Ouais, donc c'est pas la véritable histoire, mais c'est que toi qui... Oui, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pas toujours vraies, ou alors tu... Ah si, c'est toujours vrai. Le seul Parce que truc dans la j'ai fiction, pas, c'est- tu peux changer un certain nombre de choses quand même. Non, alors oui, alors je sais pas comment on appelle ça, un C'est du documentaire docu. fictionnel. C'est- Ouais, c'est du docu. Le seul truc que je ne sais pas, c'est souvent dans les dialogues, il peut m'arriver que j'ai pas l'échange exact, mais je sais ce qui s'est dit dans les grandes lignes, mais je sais pas l'échange exact. Est-ce qu'il a dit, ah non, mais t'es con, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a pas dit ça? Quelles ont été les émotions? Donc, ça, je le recrée, mais par contre, j'ai la teneur de la conversation globale, tu vois. Ouais, exact. Je vois. Oui, non, mais alors bon, je vous invite à aller écouter quand même. Il était une fois l'entrepreneur, parce que c'est assez intéressant et puis on apprend plein de choses. Et toi aussi, je suppose que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu t'es lancé là-dedans, c'est d'apprendre plein de choses sur tous ces entrepreneurs. Ça te sert dans ton entreprise de savoir comment se sont faits des entrepreneurs? C'est une bonne question. C'est hyper inspirant. Là, je viens de finir un épisode sur Cédric Grolet, qu'on va diffuser probablement la semaine prochaine. En fait, c'est hyper inspirant parce que tu vois des gens qui sont au bout de leur vie et qui, malgré tout, réussissent à s'en tirer. Cédric Grolet, ce qui est hallucinant, c'est le mec, c'est un bourreau de travail, mais je pense que j'ai rarement lu quelque chose sur une personne qui travaille autant. Et pourquoi je parle de Cédric Grolet, c'est que tout simplement chaque personnage a une caractéristique précise et l'idée c'est de la retracer dans son portrait, en tout cas dans son histoire. Et pour moi qui le lis, c'est hyper inspirant parce que je me dis ok, même quand c'est dur, bah, il y a des gens qui même quand c'est dur, ils abandonnent pas. Et c'est vraiment le truc, c'est ce côté inspirationnel d'histoire réelle, c'est que c'est des vrais gens qui sont passés par là et qui s'en sont tirés. Et moi, je trouve en tout cas que moi, ça me tire vers le haut. Tu en as qui t'ont contacté, et ceux qui sont dans la room, vous avez le droit de venir de parler aussi, parce que là, on fait une interview et vous avez le droit de participer et d'interagir. Les amis Christian, Sandra, Raphaël, il y a Mélène qui est avec nous aussi, Kevin, Anne, Christelle et Amata. Ouais, Amata, bonjour Amata. Oups, désolé. Hop. Donc, et ça t'est déjà arrivé d'avoir... que eux te contactent après et te disent ce que vous avez dit ou ce que vous avez à part Marc Dorcel. À part Marc Dorcel. Mais tu vois, je parle par exemple Hugo Travers, je vois que tu as parlé d'Hugo Décrypte, soit qui te contactent avant, soit carrément que tu les contactes avant aussi pour voir s'ils peuvent te donner des infos ou pas du tout. Non, alors je les contacte jamais avant.
Jamais. Tu Parce fais que ton travail de ton côté ouais. et après tu vois ce qu'ils en pensent si jamais ils l'écoutent. Voilà, exactement. Et j'ai eu des retours après. J'ai eu notamment de Michel Augustin, qui m'a dit qu'il avait écouté cet épisode sur son vélo en Corrèze et qu'il avait adoré. En Corrèze, Euh, ah bon? En ouais. Corrèze. D'accord. J'ai eu un retour d'un autre entrepreneur qui est moins connu, qui avait fait Malamine connaît, qui avait fait Ernest, pour ceux qui ont porté des jogging dans les années 90, Ouais. début 2000. Qui voilà, voulait modifier deux trois choses, mais j'ai dit tant que j'ai pas de lettre d'avocat, je ne modifie rien moi. Ouais. Donc voilà, j'ai rien modifié, mais voilà, j'ai eu effectivement des retours de certains entrepreneurs après coup. D'accord. Donc, au niveau maintenant de ton podcast, donc tu l'as fait évoluer avec tes auditeurs, ça a fonctionné. Quelle relation tu as avec les auditeurs maintenant, depuis cette évolution, depuis ces changements? Est-ce que ça a changé quelque chose, une relation avec eux? Est-ce que tu continues à les solliciter? Je pense que ta question, elle est pertinente. Je vais expliquer pourquoi, dans le sens où demander son avis à son audience, c'est montrer qu'on les écoute, c'est aussi les avoir plus impliqués, plus engagés. Ça a été le cas. Les gens qui m'ont donné leur feedback et que je leur ai montré que j'avais écouté leur feedback, c'est devenu aussi des ambassadeurs du podcast qui ont commencé à en parler encore plus impliqués et qui ont commencé à en parler autour d'eux. Et je pense que, voilà, en termes d'implication, de réunir des gens autour de soi, c'est un exercice qui est incroyable. Oui, puis Qui est incroyable. passer du temps. Je pense que c'est passer du temps avec eux aussi qui est important. Exactement. Et tu sais, quelque part, nous, le Clubhouse, on passe du temps avec beaucoup de jeux. Là, on est 11 d'habitude, entre 20, 30, puis ça dépend. Et puis, surtout après, en replay, moi, j'ai vraiment beaucoup de gens qui me recontactent après en me disant qu'ils écoutent les replays sur le podcast. Ce temps qu'on passe ensemble, et des fois, quand on parle, là, je vois, Raphaël, il doit être en train de finir son sandwich, et Sandra, en fait, c'est des gens avec qui on parle assez souvent, Anne aussi. C'est ça qui est important aussi, c'est de passer du temps avec les gens. Exactement. Exactement. Et comme Parce qu'on le parfois, fait pas en fait. Et moi, et avec Fred, depuis 103 heures qu'on a passé sur Clubhouse, c'est notre moment un peu privilégié où en fait on passe du temps avec les gens. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément en dehors de cet instant-là, parce qu'on est beaucoup, voilà, on est ultra sollicité quand on a sa propre boîte et on a et puis quand on a des enfants. Enfin, bon, on va pas passer toutes les activités que chacun a, parce qu'on en a tous des multiples. Mais c'est vrai que ce temps qu'on passe, ce temps qu'on donne, ça, c'est aussi une confiance qu'on donne à ceux à qui on parle, et eux, en échange, peuvent aussi nous faire un retour positif et nous aider dans l'entreprise qu'on est en train de mettre en place. Et en fait, on s'apporte l'un l'autre. Et le truc aussi, si on parle, j'aimerais peut-être aussi conclure là-dessus, parce que c'est un peu toujours mon truc, c'est que je trouve dans le podcast, ça manque de chiffres. Les effets du travail que j'ai fait avec la communauté se sont quand même retrouvés dans les résultats, si on parle très concrètement, puisque le podcast petit à petit a décollé. Tu vois, aujourd'hui, j'en suis à 20 000 écoutes mensuelles. Ah ouais. Je pense que c'est dû grâce à leur retour. Vraiment, c'est Mais ce ça, travail-là. enfin, vraiment, moi, je trouve l'histoire super intéressante et inspirante. Inspirante pour beaucoup d'entre nous, et que ça soit. Alors, nous, on le fait un peu pour Podcast Magazine, enfin, un peu beaucoup, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs on essaie d'avoir ces remontées, mais pour un podcast, c'est vrai que je pense que tout le monde devrait le faire, en fait. Est-ce que tu conseillerais à tout le monde de le faire, ça? Tout dépend si la personne est sérieuse sur le podcast. Si elle n'est pas sérieuse et que c'est un petit hobby à côté, qu'elle veut pas y consacrer du temps, que c'est juste un truc comme ça, s'il est vraiment sérieuse et qu'elle croit à son podcast et que c'est un sujet sur lequel elle veut investir non pas des mois mais des années, c'est un non-sujet. Il faut qu'elle l'interroge, il faut qu'elle prenne le temps et qu'elle aille chasser. Tu vois, le truc, c'est que je suis quand même allé chasser tous mes auditeurs qui me disaient c'est génial ce que tu fais. Oui, c'est génial, mais parlons-nous ensemble. Il y a quand même ce petit côté où il faut aller les chercher les feedbacks. Ouais. Mais oui, il faut le faire.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. On va noter dans le chat les petits commentaires de Sandra Mahé qui propose une room sur Patreon. Eh bien oui, Sandra, mais écoutez, puisque tu la proposes, Sandra, eh bien nous allons la mettre en programmation. Et si tu veux venir co-hoster Patreon, on a pas mal de gens qui utilisent Patreon. Alors aujourd'hui, celui qui pour moi utilise le mieux Patreon, mais il y en a peut-être d'autres, c'est surtout des youtubeurs, mais dans le podcast, c'est Julien Cernobori. Donc on peut lui demander s'il veut venir participer à une room. On a un créneau là en janvier qui est pas pris, c'est le 18 janvier. Mercredi 18 janvier, donc si Sandra, ça t'intéresse de venir pour poser les questions néophytes, et je vais inviter Julien à venir parler de Patreon, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, et je sais qu'il y en a qui en vivent maintenant de ce Patreon. Les autres commentaires qu'on a, alors oui, Sandra qui n'a pas suivi, dans quel écosystème s'inscrit le podcast de Laurent? Alors quand tu parles d'écosystème, Sandra, c'est dans l'entrepreneuriat en fait, toi, tu es plus là-dedans. Oui, bien sûr, c'est plutôt dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Après, c'est encore un sujet qui est assez vaste. Business, entrepreneuriat, oui, si je devais le faire simple. Mais je vais raconter cette petite anecdote pour terminer. Je vais pas vous embêter plus longtemps. J'étais avec un auditeur justement l'autre jour. Je prenais un café. Ça m'arrive aussi de prendre des cafés avec des auditeurs qui m'a contacté. Il me dit voilà, Laurent, c'est un truc simple, c'est un truc de malade. J'amène mes deux enfants ont 10 et 12 ans. J'amène tous les jours mes enfants à l'école. C'est un quart d'heure de bagnole. Il me dit je mets ton podcast 2 fois par semaine dans la bagnole, et mes enfants de 10 ou 12 ans me demandent mais allez, on l'écoute aujourd'hui. Ils me disent ce qui est bien, c'est que tu as rendu l'entrepreneuriat et l'économie écoutable pour des et c'est ça ce travail que m'ont permis les retours des auditeurs, c'est que j'ai transformé ces histoires-là en histoires qui sont facilement écoutables, même pour des adolescents qui veulent se renseigner sur c'est quoi l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est une des plus belles victoires, parce que ce qu'on me reprochait avant, c'est trop de chiffres, trop de dates mises bout à bout. C'est que j'ai réussi à transformer ça en histoire de telle façon que ça devienne même écoutable pour les plus jeunes. Ah ouais, mais ça c'est un beau message. Il y a Raphaël qui commente: je suis très partagé sur les feedbacks quand même. Nous sommes à l'ère de l'avis, et souvent les avis ne prennent pas forcément en compte l'impact de la demande. Et Christian qui répond: il faut aller chercher les feedbacks, bien notés et à retenir. Écoute, voilà. Merci beaucoup Laurent pour ce partage d'expérience que tu as bien voulu faire avec nous. On est très heureux que ton podcast fonctionne bien. Ton modèle économique, simplement par curiosité, ton podcast t'apporte un financement par le biais de Patreon, mais au-delà, tu le monétises, ou c'est pas l'objectif parce que tu développes ton activité en parallèle? Voilà, tout à fait. Donc je vais être très synthétique. J'appartiens à un label de podcasteurs qui s'appelle Orso Média. Oui, avec Christophe Siminelli et Mathieu Stéphanie. Et Mathieu Stéphanie, qui monétise des inventaires sur mon podcast. Donc de temps en temps, j'ai des sponsors. Mais néanmoins, à côté de ça, je suis en train de développer une offre avec une agence de com où je raconte des histoires. Je raconte les histoires des entreprises. Je leur apprends à raconter leur histoire, leur propre histoire. Donc c'est une offre qui mélange de la com, du post LinkedIn, du podcast et de l'écrit même. Donc voilà, j'ai une offre qui est en train de se développer. Donc tu mets à profit tout ce que tu as appris par le biais de ton podcast et grâce à tes auditeurs pour le proposer à d'autres entreprises, parce que tu le fais bien et que tu as réussi à progresser, à faire en sorte que tu aies une audience certaine, donc à bien raconter des histoires, puisque Fred ne me contredira pas, puisqu'on va lui donner le mot de la fin. Ce qui est important dans tout ça, c'est l'histoire, et d'intéresser et de raconter des histoires, et le contenu et ne jamais être ennuyant. Ça, c'est ce que répète Fred à longueur de journée. Et puis le dernier commentaire de Raphaël: soigner son auditoire, interagir, c'est primordial, mais nous sommes dans un pays où bien souvent le seul feedback qui semble de qualité, c'est la critique. Et on ne voit plus la majorité silencieuse qui trouve ça bien. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question, les points forts et les axes d'amélioration. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est très juste. Frédéric Boré-Latour pour le mot de la fin.
On gagne toujours à demander l'avis des autres, hein. Si on peut réclamer l'avis des auditeurs, pourquoi pas, hein, parce qu'on voit toujours le monde depuis l'endroit où l'on est. Donc c'est cette volonté d'écouter les avis des uns et des autres qui empêche aussi, j'allais dire, une sorte de stabilité négative, hein, celle qui favorise la mise en place de mauvaises habitudes. Ça vaut dans le podcast comme dans les autres secteurs d'activité. Bon, on peut pas satisfaire tout le monde. C'est souvent difficile d'ailleurs à admettre. Le fait de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde, souvent difficile à admettre. Et puis pour terminer, il faut vraiment préserver sa touche personnelle, hein. Les différences font souvent la différence, hein. Et dans le podcast, c'est ça aussi, hein. Si votre podcast ressemble dans sa forme, dans son édito, dans son style, dans son ton, dans sa durée aux autres, je vais vous dire, autant faire de la radio. Donc, mais bon, il faut aussi comprendre que solliciter les auditeurs, c'est aussi leur voler du temps, et le temps est devenu un matériau rare, précieux, donc c'est de plus en plus difficile à aller chercher. Merci, à la semaine prochaine, Philippe. Ouais, merci bien. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore votre podcast magazine, votre version papier, de commander le numéro 1. On est en train de boucler le numéro 2. Il sera bouclé pour la fin du mois et vous pourrez le recevoir à partir de début février. Si vous en avez envie, bien entendu. Il y a bien sûr un abonnement digital si vous le désirez, podcastmagazine.fr. Et puis allez écouter le podcast de Laurent Brouat. Il était une fois l'entrepreneur. Moi, je me souviens d'un que j'avais écouté sur Alibaba et Jack Ma, très intéressant, et on apprend plein de choses. Donc merci Laurent encore une fois, merci à tous et à toutes qui avaient participé en direct mais qui n'êtes pas montés pour poser des questions comme certaines fois, c'est vrai, mais en général on me dit mais on n'a pas de questions à poser parce que d'un, tu les poses toutes et puis c'est tellement intéressant qu'on préfère écouter. Donc ça a été le cas aujourd'hui. Merci Laurent, tu as été inspirant et merci, j'espère que moi aussi, hein, je vais réfléchir à ça, hein, à appeler un peu tout le monde sur pas mal de choses qu'on met en place, parce que c'est vrai que le retour est toujours très instructif, même si faut pas tout garder. Allez, jingle de fin. Et à la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, Monsieur Brulatour, on est sur une thématique. Sur la thématique des droits d'auteur. C'est une thématique qui est assez complexe, mais il ne faut pas la balayer d'un revers de main. D'accord, ok, il faudra faire un effort parce que sujet assez complexe, mais c'est vraiment impératif que, j'allais dire, de survoler le b.a.-ba de ces droits d'auteur, parce que demain, ce sera une source de tracas beaucoup plus qu'aujourd'hui, c'est certain. Ouais, allez, on sera avec Pierre Vivant qui a un podcast sur le droit d'auteur, qui est avocat et spécialisé dans le droit d'auteur, et puisqu'il aime le podcast, il va nous donner un peu tous les secrets sur comment déposer un nom, est-ce que ça a un intérêt de déposer son nom, et tous les problèmes de droit d'auteur, de la voix, du texte, de l'image, etc., etc. Il est intarissable sur le sujet, donc on sera très heureux de l'accueillir la semaine prochaine. Et puis il écrit aussi dans Podcast Magazine une page sur le droit d'auteur, donc c'est intéressant. Merci, à bientôt, jingle de fin, ciao. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un veut aller déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.